Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligente TV. Très heureux de vous présenter cette émission, Les Entretiens. Nous sommes avec l'honorable Yacouba Sangaré. Il est député de Koumassi. Il est aussi le premier adjoint au maire de cette même localité. Nous sommes dans ses bureaux à la nouvelle mairie de Koumassi. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Je vous en prie. Alors, monsieur le député, nous allons parler avec vous dans un premier temps de cette proposition de loi dont vous êtes porteur qui vise à légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire. En juillet 2022, vous avez fait une sortie médiatique qui a suscité beaucoup de tollés, beaucoup de polémiques sur la toile, dans les débats, dans les salons, dans les grains, un peu partout. Et depuis là, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend pas parler de cette proposition de loi. Dites-nous, où est-ce que vous en êtes avec cette proposition de loi? Merci beaucoup à l'Intelligent TV de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette proposition de loi. Et cette proposition de loi, effectivement, a été présentée à l'opinion nationale en juillet 2022 lors d'une conférence de presse que j'avais donnée à l'Assemblée nationale. J'ai déposé la proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale et ça a suscité effectivement beaucoup de débats. Et ça prouve que les Ivoiriens ne sont pas, en tout cas, indifférents à ce sujet-là. Et je voudrais remercier tous les téléspectateurs de votre chaîne qui ont eu à donner leur opinion. Je voudrais remercier les Ivoiriens et les Ivoiriennes aussi qui ont pris fait et cause pour cette loi. Et je voudrais aussi remercier ceux qui ont critiqué cette proposition de loi. C'est ça la démocratie, et on voit les choses différemment et selon la sensibilité des uns et des autres. La proposition de loi suit son cours, c'est pour ça que vous ne m'entendez pas beaucoup, mais vous faites bien de me poser la question, c'est vous qui me donnez la visibilité, vous venez vers moi aujourd'hui pour vous enquêter. Savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà, donc c'est déjà bien parce que ça donne l'occasion d'en parler. Vous savez, les propositions de loi ont un parcours, c'est tout comme les projets de loi aussi. Vous savez, les projets de loi viennent du gouvernement, c'est le président de la République qui est initiateur des projets de loi et les propositions de loi viennent des parlementaires. Exactement. Alors, il ne faut pas penser que c'est exactement comme vos émissions télé. Il y a tout un process qui rentre en compte, en ligne de compte, avant que ça ne puisse aboutir. Alors, les propositions de loi ont un parcours, et je dirais un parcours du combattant. Et moi, je dépose la proposition de loi, c'est ce que j'ai fait. Et l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale doit d'abord voir si la proposition de loi est recevable ou irrecevable. Donc cette étape peut prendre un peu de temps. Combien de temps comme ça? Bon, il n'y a pas un temps défini et la loi ne définit pas un temps précis pour la recevabilité. Mais cette étape est déjà derrière nous. Donc ma proposition de loi est recevable, en tout cas au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, donc cette proposition de loi suit son cours parce que le président de l'Assemblée nationale doit saisir la présidente de la République pour avoir certainement son avis. Après, la loi va être programmée, donnée à une commission qui va statuer là-dessus, qui va débattre. Certainement, ça va être la commission des affaires générales et institutionnelles. Et cette commission va se prononcer sur la loi, soit en faveur de la loi, soit contre la loi. Et en tout état de cause, la loi va venir en plénière devant tous les parlementaires qui vont débattre donc de cette loi. Ça va faire l'Assemblée nationale. Après, ça va faire la navette pour aller au Sénat. Donc, il y a tout un parcours à faire avant que la loi ne soit votée. Alors, on est dans cette phase-là. Il n'y a pas que ma proposition de loi, il y a d'autres propositions de loi d'autres députés qui attendent aussi de la même manière. Donc, certains me disent, oui, c'est parce que ton sujet est tellement compliqué, c'est sensible, c'est pour ça que c'est bloqué. Je dis, non, ce n'est pas bloqué. Et moi, ma proposition de loi a trouvé certaines propositions de loi qui étaient déjà dans le pipe, mais qui continuent, et comme on appelle le même parcours. Alors, donc, il n'y a pas à s'inquiéter. La loi est dans les pipes de l'Assemblée nationale. Un jour, et en tout cas, il y aura le débat là-dessus. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que vous n'avez pas abandonné cette proposition de loi. Elle n'a pas été rejetée par qui que ce soit. Elle est là où elle doit être. Elle suit son parcours. Oui. Est-ce qu'elle pourra être arrivée à son terme jusqu'à la fin de cette législature? Bon, ça va être prétentieux de ma part de dire que ça va arriver à son terme avant la fin de cette législature, puisque ce n'est pas moi qui dirige l'Assemblée nationale. Je ne suis qu'un élément de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas le patron de l'Assemblée nationale. Et donc, je ne peux pas
me prononcer à la place du patron de l'Assemblée nationale et à la place de tous les députés aussi. Moi, j'ai fait ma part. Ma part, c'était de faire une proposition de loi qui traite d'une question de société. Et retirer cette loi serait pour moi un acte irresponsable. Moi, je ne peux pas retirer cette loi parce que j'ai travaillé longuement dessus avec toute une équipe. Nous n'avons pas décidé comme ça au pif de proposer un test. Nous avons fait des enquêtes de terrain. Nous sommes allés pratiquement partout en Côte d'Ivoire. Et dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, nous avons fait des enquêtes. Nous sommes allés vers les Ivoiriens de toutes confessions religieuses. Nous sommes allés vers les Ivoiriens de toutes conditions sociales pour comprendre le phénomène de la polygamie. Et nous nous sommes rendus compte que c'est un phénomène qui est pratiquement partout en Côte d'Ivoire. Et non seulement dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, mais pratiqué par pratiquement toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Que vous soyez manœuvre, que vous soyez du secteur privé, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez cadre, ou politique ou non politique, vous allez trouver la polygamie partout, dans toutes les couches sociales de notre pays. Donc, fort de ces constats, nous avons quand même compris qu'il faut légiférer pour que nos lois, sinon la loi sur le mariage, soient adaptées à la réalité sociale et sociologique. Donc, c'est ça qui nous a amené à faire la proposition de loi, dont la retirer serait quand même irresponsable. À partir du moment où je me suis rendu compte de la réalité du terrain, je pense que je dois continuer. Donc vous irez jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout parce que ma proposition est conforme au vécu des Ivoiriens. D'accord. Alors, monsieur le député, vous savez aussi que cette proposition de loi suscite beaucoup de débats, suscite le tollé un peu partout. Comment est-ce que vous percevez cette polémique qui emballe votre proposition de loi? Bon, moi je comprends parce que c'est un sujet sensible et vous savez, les gens ont quelquefois peur de leur propre réalité. C'est comme si on nous projetait dans un miroir et que notre propre image nous effrayait. C'est ça le sujet de la polygamie en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont pour la polygamie sont conscients que c'est un phénomène réel, c'est un fait de société et donc il ne faut pas en avoir peur, il faut peut-être assumer. Mais ceux qui sont contre la polygamie, dans la plupart du temps, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Ben, ils le disent peut-être face aux médias qui sont contre, face à la population, ils disent on est contre, mais dans l'air privé, et quelquefois, ils sont polygames, et sinon ils ont des pratiques polygamiques. Alors, donc moi je pense qu'il faut que nous soyons conscients que nous avons des réalités qui correspondent à notre société, à notre vécu, que nous devons assumer. C'est ça. Les autres n'ont pas honte de leur culture, ils n'ont pas honte de leur vécu, ils n'ont pas honte de leurs pratiques. Ils font même la promotion de certaines pratiques qui sont contre nature. Parce que c'est leur culture, c'est conforme à leur vision, c'est conforme à leur juste coutume. Mais pourquoi nous, on doit avoir honte de nos pratiques? Les choses que nous pratiquons, qui ne nous choquent pas, mais pourquoi on doit en avoir honte devant les autres? Il faut assumer. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire gagnerait à regarder cette question de près, pour qu'on soit conforme à nous-mêmes, pour qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Ça ne sert à rien de déclarer sur les papiers que nous sommes des monogames. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre proposition de loi elle est clivante? Ah non, non, non. Ma proposition de loi est tellement équitable. Parce que, vous savez, j'ai bien dit, proposition de loi optionnelle, polygamie optionnelle. À partir du moment où je propose une loi optionnelle, je n'impose à personne. Mais qu'on laisse au moins la possibilité aux citoyens de choisir son régime matrimonial. C'est exactement comme vous, M. Collé, quand vous allez vous marier, on vous pose la question. Vous choisissez quel régime, communauté des biens ou séparation des biens. Personne ne vous l'impose. Vous choisissez ce qui vous convient, mais en harmonie avec votre conjoint. Vous vous mettez d'accord avant d'arriver devant M. le maire. Nous allons nous marier sous le régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens. C'est vous qui faites le choix. La polygamie, c'est pareil, c'est un choix. Si vous vous entendez là-dessus, vous avez choisi de vous entendre là-dessus, vous vous entendez là-dessus et vous vous prononcez pour ou contre. C'est comme ça que moi je vois la chose. Donc, il n'y a rien de contraignant dedans. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le député, en 2013, vous avez échoué à faire adopter une proposition de loi sur la suppléance à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'histoire ne va pas se répéter pour vous? Oui, en 2013, j'avais déjà fait une proposition de loi sur la suppléance. Et malheureusement, cette proposition de loi n'est pas arrivée à son terme pour la simple raison que ma proposition de loi créait des dépenses à l'État de Côte d'Ivoire. Et la loi dit que quand vous faites une proposition de loi qui crée des dépenses, qui crée des charges à l'État,
vous devez faire dans la même proposition de loi des propositions de solutions de recettes pour compenser donc la charge que vous créez à l'État de Côte d'Ivoire. Et à cette époque, je n'étais pas bien placé pour faire une proposition de recettes. Parce que créer une recette pour moi reviendrait à créer soit une taxe, soit un impôt. Ce qui alourdirait le fardeau du peuple que moi je défends. Donc j'ai bien réfléchi. Je n'ai pas pris le risque de créer en tout cas une poche de recettes au risque de me rendre très impopulaire auprès de mes mandats. C'est vrai que le mandat du député n'est pas impératif, mais il faut tenir compte aussi de la bourse de ceux que nous avons mis en mission, le peuple de Côte d'Ivoire. Donc créer une taxe ou un impôt, pour moi, ce n'était pas opportun. Donc j'ai purement et simplement décidé de retirer ma proposition de loi sur la suppléance. Mais malheureusement, avec la pratique aujourd'hui, on se rend compte que tôt ou tard, on sera obligé de légiférer encore sur la suppléance parce que c'est une loi qui a été faite, je dirais, avant, donc, par le régime précédent, mais il y avait beaucoup d'imperfections. L'idée n'était pas mauvaise, c'était pour régler un problème ponctuel, le problème des cadres qui seraient appelés à d'autres fonctions, pour ne pas qu'il y ait des absences, des trous à l'Assemblée nationale à l'époque. Il fallait créer la suppléance de telle sorte que des cadres appelés à d'autres fonctions puissent être remplacés par d'autres, les suppléants. L'histoire ne va-t-elle pas se répéter pour vous? Malheureusement, cette loi sur la suppléance a des insuffisances qui sont là encore, qui ne sont pas corrigées. Tôt ou tard, on sera obligé de les corriger, soit par une proposition de loi, soit par un projet de loi venant du gouvernement cette fois-ci, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Alors, l'histoire ne va pas se répéter parce qu'on n'est pas dans le même cas de figure. La proposition de loi actuelle que j'ai faite n'engendre pas de dépenses à l'État de Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune charge. Permettre tout simplement aux citoyens de choisir son régime matrimonial en accord avec son conjoint. C'est tout. Donc, il n'y a pas de dépenses. Donc, on ne peut pas me dire que ma loi va occasionner des charges à l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le député, parlons toujours de polygamie. Le nouveau président sénégalais qui vient d'être élu, Bassirou Diomaye Faye, il pratique la polygamie au même titre que son camarade de lutte Ousmane Sonko. Ils ont respectivement 2 épouses et 3 épouses. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais profiter de votre question pour adresser mes félicitations au nouveau président du Sénégal pour sa brillante élection à la tête donc, de ce pays frère. Alors, quand vous me dites qu'il est polygame et que son compagnon de lutte, Sonko aussi est polygame, qu'est-ce que cela m'inspire? Moi, j'ai dit que le Sénégal est un pays que nous admirons tous. Le Sénégal est un pays qui a les 2 pieds dans la modernité, mais qui a la tête dans la tradition. Le Sénégal a un profond respect pour sa tradition, pour sa culture. Le Sénégal est un pays moderne, mais le Sénégal accorde la valeur à sa culture. Le Sénégal assume sa culture. Et la polygamie, si le mois venu, vous allez voir dans mes exposés des motifs, vous allez voir que le Sénégal est cité comme exemple. Et tout comme le Kenya, tout comme l'Afrique du Sud, tout comme le Mali. C'est des pays qui ont assumé la pratique polygamique parce qu'elle est réelle dans leur pays. Ça ne sert à rien de vouloir cacher le soleil avec la main. La Côte d'Ivoire ne l'assume pas? La Côte d'Ivoire ne l'assume pas de façon légale. La polygamie se pratique en Côte d'Ivoire, au vu, au su de tout le monde. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Mais sur le plan légal, elle n'est pas reconnue. Depuis 1964, la polygamie est interdite en Côte d'Ivoire de façon officielle. De façon légale, elle n'existe pas. Mais de façon pratique, ça ne sert à rien de dire oui, ce ne sont pas des polygames, ce sont des concubines, ce sont des maîtresses. Mais toutes ces appellations-là n'ont pas d'importance. La pratique existe, oui ou non? La réponse est oui. Elle existe, mais nous refusons de l'assumer parce que nous avons hérité d'une loi qui voulait créer la famille nucléaire, mais ça n'a pas marché. C'est contraire à notre culture, c'est contraire à notre manière de vivre. On ne peut pas importer tout et sans conséquence. Contrairement au Sénégal qui assume sa tradition. Le Sénégal assume sa tradition et sa culture parce qu'ils savent bien qu'ils vont épouser d'autres femmes. Bon, pourquoi mettre dans les lois ce qu'ils ne vont pas faire? Ils ont mis dans la loi ce qu'ils vont faire. Mais le Sénégal n'a jamais imposé la polygamie à qui que ce soit.
Il y a des monogames au Sénégal comme il y a des polygames au Sénégal. Donc la loi laisse le libre choix à chaque citoyen de décider ce qui est bon pour lui, parce que ça ne cause du tort à personne. Alors, monsieur David, il y a une question qui taraude les esprits. On se pose la question, est-ce que ça ne va pas poser problème au niveau du protocole pour le statut de première dame, puisque Ousmane Diomaye Faye, il a 2 épouses. Comment est-ce que ça va se gérer à ce niveau-là? Mais je suppose que le président du Sénégal a des enfants. Est-ce qu'il a un seul enfant? Il a plusieurs enfants. Mais est-ce que ça pose un problème? Ce sont ses épouses. Il a une vie, il va organiser sa vie. On va voir les premières dames du Sénégal. On ne verra pas une première dame du Sénégal, mais on va voir les 2 premières dames du Sénégal. La preuve, le jour de l'élection, vous les avez vues. Il était accompagné de ses 2 épouses, respectueusement présentées aux populations qui l'ont élu. Donc, ce n'est pas une surprise pour le Sénégal. Avant d'être candidat, les Sénégalais savaient qu'il avait 2 épouses. Il a été élu, il est allé aux urnes avec ses deux épouses. Il allait remercier ses électeurs avec ses 2 épouses. Il a soulevé les bras au vu au-dessus de tout le monde. Donc le Sénégal aura 2 premières dames. Mais c'est le président sénégalais qui va organiser le passage de ses premières dames. Mais il est polygame, c'est connu, c'est officiel, c'est légal, il assume. Et c'est ça aussi la responsabilité, il faut assumer. Est-ce que vous pensez que ça vient au secours de votre proposition de loi sur la polygamie qui est critiquée par certains Africains? Bon, ça vient au secours de votre venir au secours, c'est trop dit, mais ça montre quand même qu'il n'y a pas à avoir de complexe, comme on appelle à ce niveau-là. C'est notre vécu, c'est notre réalité, il faut l'assumer, il ne faut pas être complexé par notre propre culture. Pendant que les autres veulent nous imposer des choses qui sont étrangères à notre culture, que nous avons tendance même à accepter cela, ou bien à ne pas critiquer cela, et que nous critiquons notre propre culture que nous pratiquons. Les polygames en Côte d'Ivoire, il y en a partout, je l'ai dit plusieurs fois, il y en a partout, et dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés ivoiriennes. Nous avons, à la suite de nos enquêtes, nous avons fait le bilan. On n'a pas trouvé une seule région de Côte d'Ivoire, une seule ethnie de Côte d'Ivoire, où la pratique de base, c'est exclusivement la monogamie. On n'a pas trouvé. Comme vient de me dire, telle ethnie, chez telle ethnie ivoirienne, on ne fait pas la polygamie. Ça n'existe pas. D'accord. Voilà. Donc, c'est ancré partout. Il faut l'assumer. D'accord. Parlons de politique. On va laisser ce côté polygamie pour voir votre avis sur l'élection elle-même de Ousmane, que dis-je, Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Quel est votre regard sur bon, moi, mon regard, c'est qu'il ne faut pas désespérer de l'Afrique. L'élection au Sénégal montre que la démocratie fonctionne en Afrique. N'en déplaise aux pessimistes qui pensent que l'Afrique est condamnée. On n'est pas condamné. La démocratie fonctionne en Afrique. Il suffit seulement que le peuple prenne ses responsabilités. Le Sénégal, le président Macky Sall a organisé les élections. Les élections ont été organisées dans la transparence. Le parti au pouvoir a perdu les élections. Le ciel n'est pas tombé sur la tête de qui que ce soit. Les résultats ont été proclamés. Personne n'est allé déchirer les fiches des résultats. Personne n'a empêché la proclamation des résultats. Le candidat du pouvoir a appelé le vainqueur, son adversaire, pour le féliciter, avant même la proclamation des résultats officiels. Ça prouve que la démocratie fonctionne en Afrique et que nous aussi, on peut donner des leçons à d'autres peuples. Moi, je suis fier d'être africain parce que le Sénégal nous donne toutes les raisons d'être fiers aujourd'hui d'être africain. Alors, cette élection au Sénégal permet de faire une lecture comparée avec la Côte d'Ivoire où on aura très bientôt une élection présidentielle. Comme beaucoup de personnes, vous pouvez constater qu'il y a une montée en puissance de la jeunesse dans la sous-région. Au Mali, on a un jeune qui est à la tête du pays. Au Burkina, c'est pareil, même s'ils sont venus au pouvoir après un coup d'État. On voit l'élection de Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Pour certains observateurs, le prochain pays à être touché par ce vent de changement, c'est la Côte d'Ivoire à l'issue de la présidentielle de 2025. Quel est votre avis là-dessus? Les exemples que vous me donnez, il y a un seul que je retiens, c'est le Sénégal qui a un président jeune. Les 2 autres pays que vous me citez, à savoir le Mali et le Burkina, ils n'ont pas de président. Ils n'ont pas de président. Ils sont dirigés quand même par... Ils sont dirigés par des chefs d'État qui sont arrivés par coup de force.
donc qui n'ont pas été choisis par le peuple souverain. Alors, tout moyen d'arriver au pouvoir, autre que par les élections, pour moi, ça ne vous confère pas la légitimité. Alors, donc, pour moi, ils ne sont pas présidents, ils sont certainement des chefs d'État qui sont là pour assumer des transitions, mais c'est des voies détournées qu'ils ont empruntées pour arriver à ce niveau-là. Donc, vous ne pouvez pas citer cela comme un exemple, comme des exemples de pouvoir jeune. Voilà, n'importe qui peut faire un braquage de pouvoir, et c'est dommage, c'est un assassinat de la démocratie, pendant qu'au Sénégal, nous sommes en train de célébrer la démocratie. Alors, on ne peut pas célébrer la démocratie au Sénégal et comment on appelle, célébrer les assassinats de la démocratie dans ces pays que vous citez. Alors, ceci dit, comparaison n'est pas raison. Vous savez, pour diriger un pays, il faut du coffre. Et quand vous dites que les gens pensent que le prochain vent du changement sera la Côte d'Ivoire, mais quel est l'objectif de la politique? La politique, c'est quoi? Parce que c'est ça la politique. La politique, pour moi, c'est apporter le changement dans la vie des citoyens. Apporter le changement positif dans la vie du peuple. En Côte d'Ivoire, depuis pratiquement une quinzaine d'années, ce changement tant attendu est arrivé. La vie des Ivoiriens s'est améliorée. La physionomie de notre pays a changé fondamentalement, radicalement. La Côte d'Ivoire s'est modernisée. La Côte d'Ivoire a frappé à la porte des grands pays qui font envie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait envie en Afrique. La Côte d'Ivoire n'a plus de complexe en termes de développement face à des grandes nations en quelques années. C'est ça, apporter le changement. La croissance est au rendez-vous. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens s'est amélioré. La qualité de vie s'est améliorée. Avec la construction des hôpitaux, des dispensaires, l'éducation a pris beaucoup de volume. Avec la construction des écoles primaires, des lycées, des universités, le salaire des fonctionnaires a été augmenté. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes en Côte d'Ivoire pour poursuivre ce travail-là qui a été réalisé? Mais bien sûr qu'il y a des millions de jeunes en Côte d'Ivoire pour poursuivre ce travail-là. C'est sûr et certain. Mais celui qui fait ce travail, est-ce que vous avez constaté une faiblesse de sa part? Au contraire, moi j'ai l'impression qu'il se bonifie de jour en jour. Parce que s'il s'agit du président Alassane Ouattara, si c'est de lui que vous parlez, mais je vais vous mettre à l'aise. Entre 2020 et 2024, moi je pense que le président Alassane Ouattara a fait plus de réalisations que dans les 10 années passées. Ça veut dire que, moi j'ai le sentiment que c'est maintenant qu'il a atteint sa vitesse de croisière. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. Regardez un peu comment nous faisons la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Si on vous entend parler, on se dit que pour M. Sangaré Yacouba, le président Alassane Ouattara doit rester à la tête du pays après 2025. Pour moi, la capacité de diriger un pays n'a rien à voir avec l'âge. La capacité de diriger un pays, c'est le savoir-faire que vous avez. C'est votre capacité managériale. C'est votre capacité à vous projeter dans le futur. Ça, ce n'est pas lié à l'âge. Vous pouvez diriger, vous pouvez être un excellent président à 25 ans, vous pouvez être un excellent président à 90 ans. Ça dépend de ce que vous avez en vous-même comme capacité à transformer votre environnement. C'est l'homme qu'il faut pour le RHDP en 2025. Je vois beaucoup de débats autour du candidat du RHDP. Ça me fait rire. Pourquoi ça vous fait rire? Ça me fait rire parce que c'est un non-sens pour moi. Nous avons un président qui a montré ses preuves, qui a montré à la face du monde ce qu'il savait faire. Je vous jure qu'il y a des pays développés aujourd'hui qui aimeraient avoir Alassane Ouattara comme président. Nous avons eu la chance d'avoir ce président. Il est en train de travailler. Il n'y a aucun couac dans ce qu'il fait. Tout se passe très bien. Bon, peut-être ça c'est votre avis, je vous le conseille. C'est pas mon avis. Il y a quand même des Ivoiriens qui estiment que tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. La Côte d'Ivoire. Il faut changer de personnalité à la tête de ce pays. Ouattara doit partir. C'est ce que disent certaines personnes vous savez, qui veulent d'un président encore plus jeune. Vous voyez, vous avez des Ivoiriens qui vont toujours avoir quelque chose à dire. Si vous mettez un président de 25 ans aujourd'hui, il y aura des Ivoiriens qui vont avoir à redire. Donc, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire le constat soi-même. La Côte d'Ivoire se porte bien ou elle se porte mal. La Côte d'Ivoire a fait une avancée qualitative, oui ou non. La Côte d'Ivoire est sur le chemin du progrès, oui ou non. La Côte d'Ivoire avance, oui ou non. Si les réponses à ces questions-là vous donnent oui,
Mais monsieur le député, vous ne changez pas l'équipe. Il y a certains Ivoiriens qui pourront vous répondre non, la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Au regard du récent rapport de Numbeo qui estime que la Côte d'Ivoire c'est le pays le plus cher, le pays où le coût de la vie est le plus élevé en Afrique, devant le Sénégal, devant l'Éthiopie. Donc des gens diront à partir de ce constat-là que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Toutes choses égales par ailleurs. Vous savez, quand vous prenez le salaire moyen, vous comparez, le coût de la vie a un lien avec ce que les citoyens gagnent. Si dans votre pays, le salaire moyen c'est 100 000 francs, mais c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir trouver, vous n'allez pas pouvoir donner des appartements de 200 000 francs aux gens, personne ne prendra. Si le salaire moyen est 50 000 francs dans votre pays, mais le loyer, les maisons que vous allez louer aux gens, si vous faites les maisons de plus de 25 000 francs, vous n'allez pas trouver de preneurs. Mais si dans votre pays, le salaire moyen est de 200 000 francs, mais vous n'allez pas avoir que des maisons de 25 000 francs. Tout est lié. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quels sont les pays en Afrique qui ont le même niveau de salaire que la Côte d'Ivoire? Il y a très peu de pays qui peuvent avoir le même niveau de salaire que les Ivoiriens. Mais c'est tout à fait normal que nous payons un peu plus cher parce que nous gagnons plus que ceux-là. Donc quand les gens font des comparaisons, il ne faut pas d'analyse. Moi, ça me cœur. Parce que vous ne pouvez pas comparer la Côte d'Ivoire à un pays où le salaire moyen du fonctionnaire est de 35 000. Vous ne pouvez pas comparer. Si votre femme va au marché avec 5 000 francs par jour, dites-vous que 5 000 francs, c'est le salaire moyen de quelqu'un dans un autre pays. Donc vous ne pouvez pas comparer ces deux pays, ce n'est pas possible. D'accord. Voilà, la Côte d'Ivoire a des moyens, la Côte d'Ivoire a plus de richesses, les Ivoiriens gagnent plus d'argent que les pays qu'on a pris pour comparer. Donc c'est tout à fait normal que le coût de la vie soit plus élevé en Côte d'Ivoire que dans ces pays. D'accord. D'accord, monsieur le député, c'est bien compris. Parlons du président Alassane Ouattara. Il a présidentiel en 2025. Vous entendez parler, vous donnez le sentiment de quelqu'un qui veut voir Ouattara poursuivre à la tête de ce pays. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs au RHDP à réclamer sa candidature. Les ministres en parlent. Mamadou Touré, Anne Ouloto, Nassene Batouré. Un peu partout, il y a même une pétition qui a été lancée pour demander au président Ouattara d'être candidat en 2025. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut comprendre qu'au RHDP, Ouattara n'a préparé personne pour le succéder, pour le remplacer? Dire que Ouattara n'a préparé personne, c'est vraiment un raccourci. Ouattara, monsieur le député, c'est ce qu'on peut constater. Le président Ouattara vous l'a déjà dit. Il a dit ça à maintes occasions. Il y a une demi-douzaine de cadres aujourd'hui prêts pour continuer le boulot. Mais pourquoi ne pas piocher dans cette demi-douzaine de cadres et puis vouloir forcément Ouattara à la tête du RHDP comme candidat en 2025? Voilà. Nous voulons Ouattara. Ça nous fait dire que c'est une vue de l'esprit. Non, c'est une réalité. Quand vous regardez les collaborateurs du président Ouattara, vous savez très bien qu'il y a de la valeur autour de lui. Vous savez très bien qu'il est entouré de cadres compétents. Mais pourquoi vouloir changer Ouattara pour le plaisir de le changer? Si notre objectif, si notre souhait, si notre volonté est de voir la Côte d'Ivoire avancer, et lui, il le fait de façon merveilleuse, mais pourquoi le changer? Donc, changer pour changer? À part au RHDP, personne ne peut faire avancer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit tirer les leçons de son passé récent. On a voulu le changement coûte que coûte, à tout prix. Ça nous a amené dans l'abîme, ça nous a amené dans les ravins. Il ne faut pas chercher le changement pour le changement. On change pourquoi? On change quand ça ne marche pas. Quand une solution ne marche pas, vous la changez. Mais quand ça marche bien. Vous, votre véhicule marche très bien. Tout va bien. Elle est luxueuse. Elle vous donne satisfaction et vous décidez de la... Non, on ne change pas un dirigeant comme cela. Il faut penser au pays. Généralement, ceux qui disent qu'il faut changer Ouattara ne sont même pas de notre parti politique. Mais de grâce, nous, on n'impose pas de candidats aux autres partis politiques. Mais qu'on nous laisse aussi la liberté de choisir notre candidat. Le jour où le président Ouattara va nous dire qu'il est fatigué, il ne peut plus continuer, il va nous dire, voici l'homme qui va me remplacer. Et ce jour-là, nous allons faire bloc derrière ce dernier. Mais tant que le président Ouattara a la capacité de continuer ce qu'il est en train de faire, parce que ce qui fait donne satisfaction à la Côte d'Ivoire, nous-mêmes, avant d'être militants du RHDP, nous sommes des Ivoiriens d'abord. Vous voyez quelqu'un qui peut le remplacer au RHDP? Il y a des noms qui vous viennent en tête? Il y a des dizaines de cadres qui peuvent le remplacer. Le moment venu, ils vont... Je n'ai pas de nom. Ils sont tous compétents.
Je ne donnerai pas de nom, mais je sais qu'ils sont tous compétents, on les voit à l'œuvre. Alors parlant de nom, il y a un journal de l'opposition ivoirienne qui avait présenté le vice-président Koné Tiemoko comme étant le cheval du RHDP en 2025. Qu'est-ce que vous en savez? Ce sont des spéculations. Vous n'avez pas désigné le candidat du RHDP à la place du RHDP. J'appelle ça de la spéculation. Et surtout quand ça vient d'un journal d'opposition, j'ai dit, bon, chacun est dans son rôle, hein, ils sont dans leur rôle. C'est d'embrouiller les gens, de créer la polémique inutile pour nous, tant que nous, notre chef. Si le président Ouattara avait des insuffisances, le débat pourrait se faire. Moi, je mets quiconque au défi. Quelqu'un qui a 40 ans, en Côte d'Ivoire, vous connaissez quelqu'un de 40 ans qui peut faire ce que le président Ouattara a fait? Vous-même, votre propre fierté aujourd'hui d'être ivoirien, en partie, c'est grâce au président Ouattara. Monsieur le député, un cas pratique. Oui. Supposons que le président Ouattara, à l'approche de 2025, de l'élection présidentielle, fasse une sortie publique comme il a fait en 2020 pour dire qu'il n'est pas candidat. Quelles que soient les circonstances, il ne reviendra pas sur sa décision. Il n'est plus candidat, il se retire. Vous, immédiatement, qui voyez-vous pour le succéder? Moi, celui que je vois pour succéder Ouattara, s'il n'est pas candidat, c'est celui que Ouattara va nous présenter. C'est ce dernier-là qui sera le candidat. Parce que le président Ouattara, il n'est pas question d'imaginer. Peu importe celui que Ouattara va choisir, même s'il choisit le ministre Mamadou Touré, par exemple, il est un bon cheval pour vous. Je vous dis, le président Alassane Ouattara, dans l'absolu, ne peut pas choisir quelqu'un en qui il n'a pas confiance, en qui il ne voit pas les capacités de poursuivre son œuvre. Ce n'est pas possible. Donc, si Ouattara choisit quelqu'un, demain matin, c'est quelqu'un est notre candidat et comme un seul homme, nous allons nous mettre derrière ces candidats, on va se mettre à sa disposition et on fera de lui président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, si Ouattara est candidat en 2025, en face l'opposition ivoirienne, on a Tidjane Thiam du PDC qui ne cache pas ses ambitions présidentielles. Le PPACI a demandé à Laurent Gbagbo d'être son candidat en 2025. Il l'a accepté, même s'il reste encore inéligible du fait de sa condamnation par la justice ivoirienne pour le braquage de la BCAO. Alors, monsieur le député, dites-nous, quelles sont selon vous les chances du RHDP à l'élection présidentielle de 2025? Les chances du RHDP sont grandes parce que le RHDP est convaincu que les Ivoiriens ne marchent pas sur les têtes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les Ivoiriens savent faire la différence entre 1 et 2. Le parti, l'homme qui a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver, de reconquérir sa fierté perdue, l'homme qui a permis à la Côte d'Ivoire de se repositionner sur la scène internationale, c'est lui qui a permis à la Côte d'Ivoire de se doter d'infrastructures de qualité. C'est lui qui a permis à la Côte d'Ivoire de se moderniser au même titre que les pays développés. Les Ivoiriens ne peuvent pas le laisser pour aller dans une aventure parce que nous voulons continuer. On ne veut plus revenir en arrière. Nous sommes jaloux de nos acquis. Les Ivoiriens sont jaloux de leurs acquis. Toute tendance politique confondue, nous voulons défendre les acquis. Et ceux qui ont été les artisans de ces acquis-là, ils sont là. On ne peut pas les laisser pour aller laisser la proie pour aller prendre l'ombre. Non, les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Alors, vous nous dites là que les chances du RHDP, c'est intact. On a 100% de chances de conserver le pouvoir en 2025 avec le président Alassane Ouattara. Même en face, s'il y a Tidjane Thiam? Je ne dirais pas de nom, mais je dirais face à n'importe quel candidat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, connaissant les Ivoiriens, connaissant ceux qui sont jaloux de leur pays et du progrès de leur pays, fort de cela, quel que soit l'adversaire, face au président Alassane Ouattara, nous allons gagner. Alors vous dites quel que soit l'adversaire qui sera en face, si Ouattara est candidat en 2025, le RHDP va gagner. Cela me permet de vous demander votre lecture de l'opposition ivoirienne. Comment vous la voyez? Est-ce que pour vous c'est une opposition affaiblie, qui n'a pas de force, qui est dans l'errance? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est un peu votre lecture de l'opposition ivoirienne? Non, j'ai beaucoup de respect pour l'opposition, pour avoir été opposants nous-mêmes. Donc je ne dirais pas qu'ils sont dans l'errance. Mais l'opposition n'a pas d'offre crédible, hélas. Le président Alassane Ouattara, avant d'arriver au pouvoir, il avait une offre. Il a dit aux Ivoiriens, votez pour moi, voici ce que je vais faire pour vous. Les Ivoiriens ont voté pour lui.
Il a fait ce qu'il avait promis. Il est allé au-delà. Quand le président Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, moi je ne pouvais pas imaginer le 4e pont qui relie le plateau, à Tekoubé, à Djamé, à la commune de Yopougon. Je ne pouvais pas imaginer cela. Je ne pouvais pas imaginer le 3e pont, le pont HKB. Je ne pouvais pas imaginer cela. Alors, donc, le président Alassane Ouattara est allé au-delà de ses promesses. Il avait un projet concret pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il a un projet, il a une offre concrète pour la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, en face, l'opposition nous offre quoi? Critiquer. La critique est tellement aisée. Moi, je peux passer tout... Est-ce que ce sont seulement les critiques? Parce qu'on a écouté récemment Tidiane Thiam, qui, dans ses offres, parle de décentralisation. Oui. C'est aussi une offre. Quand vous dites qu'il n'y a pas... C'est redondant. Oui, c'est redondant quand Tidiane Thiam parle de décentralisation. Mais la décentralisation, ce n'est pas une nouveauté pour les Ivoiriens. Donc quand vous dites ça aux Ivoiriens, mon projet c'est la décentralisation, mais vous n'avez rien dit aux Ivoiriens. Le contenu c'est quoi? Vous allez décentraliser. Pour faire quoi? Pour quoi encore? Vous allez découper nos villages encore peut-être en petits morceaux? Non. Il ne faut pas dire des choses pour... C'est ça même le populisme. Quand on dit aux gens la décentralisation, les gens... Vous pensez qu'il est dans le populisme alors? Oui, c'est le populisme. Puisque la décentralisation est déjà en cours, c'est déjà une réalité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Qui nous propose quelque chose de nouveau. Si c'est ça seulement son programme, je suis désolé, ça ne peut pas emballer quelqu'un, puisque c'est déjà vu. La décentralisation existe. La preuve, Abidjan, c'est un district autonome. À la tête de Abidjan, c'est un ministre-gouverneur qui est là. C'est bien noté, monsieur le député. Là, nous arrivons au terme de notre entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne votre dernier mot avant de se dire au revoir? Moi, mon dernier mot avant de se dire au revoir, c'est de féliciter les médias ivoiriens. Vous êtes des vecteurs de la démocratie. Vous êtes à la hauteur de l'espérance des populations. La presse ivoirienne est diversifiée. Les hommes des médias font un travail formidable. Et vous n'êtes pas partisans. Vous êtes pour l'information et ça, c'est formidable. Les sujets que nous avons abordés aujourd'hui sont des sujets qui intéressent les Ivoiriens. Et c'est ça que vous recherchez, informer les Ivoiriens sur la réalité. Et si vous continuez comme ça, je pense que vous allez rendre service à ces pays parce que la démocratie a besoin d'une presse forte, une presse indépendante. Et les gouvernants de la Côte d'Ivoire vous ont donné cette liberté, mais par le passé, il y a des gens qui étaient tellement traumatisés qu'ils avaient peur d'utiliser même, comment on appelle, cette liberté. Aujourd'hui, tout le monde est rassuré. Vous pouvez écrire ce que vous voulez écrire dans les limites du respect de la vie privée des gens. Alors, donc, moi, je voudrais dire merci à la presse ivoirienne d'une manière générale et l'intelligence d'Abidjan en particulier qui poursuit son petit bonhomme de chemin et au niveau de la presse écrite, au niveau de la presse audiovisuelle. Vous faites un travail formidable et moi, je vous encourage à continuer ainsi. Alors, le tout dernier mot, je reviens donc sur ma proposition de loi. Je voudrais rassurer les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour dire que ma proposition de loi n'est pas venue pour déranger la société ivoirienne. Au contraire, c'est pour créer l'harmonie. Parce qu'on a des sœurs, on a des filles qui sont deuxième ou troisième femmes, mais qui n'ont aucune reconnaissance légale. La loi est censée protéger toute la population, toute la société, mais pas une partie de la population. À partir du moment où elles vivent cette vie, il faut que la loi trouve les moyens, les voies et moyens pour pouvoir régulariser leur situation, pour qu'elles aient une vie, une existence légale vis-à-vis de la loi. Nous sommes des mortels. Généralement, quand les hommes meurent et que les femmes restent dans cette situation-là, elles sont pratiquement dans le vide parce qu'aucune protection légale, c'est vraiment contraire à la vocation de la loi qui est censée protéger tout le monde. Donc je voudrais rassurer mes compatriotes que la loi suit son cours et ceux qui sont sceptiques, ceux qui ont peur de cette loi, qu'il ne faut pas avoir peur de cette loi. Cette loi n'est pas venue pour déranger les foyers. Au contraire, cette loi est venue pour créer l'harmonie, pour que le phénomène des enfants de rue même puisse prendre fin. Parce que les mamans seront reconnues par la loi, ces mamans seront aussi dans des foyers. Même s'il y a un divorce, au moins les enfants ne vont pas se retrouver dans le néant parce que la loi les protège. D'accord.
C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, monsieur le député, l'honorable Sangaré Yacouba, député de Koumassi. Vous êtes aussi adjoint maire, premier adjoint maire de Koumassi et secrétaire national adjoint en charge de l'animation et de la mobilisation au niveau du RHDP. Merci à vous de nous avoir acceptés dans vos locaux, dans vos bureaux, pour répondre à nos questions relativement à cette proposition de loi, relativement à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, relativement aussi à l'élection présidentielle qui vient de se tenir au Sénégal et à bien d'autres questions qui intéressent la population ivoirienne. Merci infiniment à vous de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup à vous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ces questions. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour un autre numéro. Au revoir.